Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une machine d'une complexité folle, celle qui fabrique littéralement notre réalité. Allez, pour commencer, une petite question. Quand on pense à l'univers, on imagine l'infini, les galaxies, les étoiles. Qu'est-ce qui, dans tout ça, pourrait être l'objet le plus complexe qu'on connaisse? Eh bien, la réponse, elle est beaucoup, beaucoup plus proche qu'on ne l'imagine. En fait, cet objet se trouve juste là, à l'intérieur de notre propre tête. C'est le cerveau humain, bien sûr. Cet organe incroyable qui nous sert à tout. Penser, ressentir, agir. Alors, c'est parti, plongeons un peu dans le sujet. Pour bien comprendre, il faut d'abord voir le cerveau pour ce qu'il est. Le grand centre de contrôle, le boss de notre corps, en quelque sorte. Pour faire simple, on parle d'un organe qui pèse à peu près 1,4 kg, 1,5 kg, mais qui est le véritable chef d'orchestre de l'organisme. Absolument tout ce qui se passe en nous, qu'on en soit conscient ou pas, eh bien c'est lui qui tire les ficelles. Et tenez-vous bien, parce que voilà un fait assez surprenant. On pourrait croire que c'est une sorte de muscle super puissant, mais pas du tout. En réalité, le cerveau est composé à 60% de graisse. C'est l'organe le plus gras de tout le corps. Le reste, c'est un mélange d'eau, de protéines, ce genre de choses. Pour y voir plus clair, on peut le diviser en trois grandes parties. D'abord, on a le cerveau lui-même, la plus grosse partie, celle qui est à l'avant. C'est le siège de la pensée, de l'apprentissage, bref, de tout ce qu'on fait volontairement. Ensuite, à l'arrière, on trouve le cervelet. Lui, son truc, c'est la coordination, l'équilibre, la posture. Et enfin, tout en bas, connecté à la moelle épinière, il y a le tronc cérébral. Lui, il travaille dans l'ombre pour gérer tout ce qui est automatique et vital. La respiration, le rythme du cœur. Heureusement qu'on n'a pas à y penser. Bon, maintenant qu'on a vu les bases, l'anatomie en quelque sorte, on va passer à quelque chose d'un peu plus vertigineux. La question, c'est comment est-ce que le cerveau interprète le monde qui nous entoure? Et c'est là, croyez-moi, que ça devient vraiment fascinant. La question peut paraître un peu philosophique, mais elle est absolument centrale. Est-ce que ce qu'on voit existe vraiment tel quel? Parce que, et c'est le point clé, nos sens ne sont pas du tout des fenêtres ouvertes sur la réalité. Il y a une citation d'un statisticien, George Box, qui résume ça à la perfection. Il a dit « Tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles ». Et c'est exactement ce que fait notre cerveau. Il ne voit pas la réalité brute, non. Il construit un modèle de cette réalité, un modèle pratique, utile pour survivre à partir des infos, souvent incomplètes ou ambiguës, qu'il reçoit de nos sens. L'illusion du masque creux est une illustration parfaite de ça. Notre cerveau, il a vu des visages toute sa vie. Et les visages, c'est convexe, ça sort vers l'extérieur. Du coup, quand il voit le côté creux du masque, il n'y croit pas. Il corrige l'image et nous fait voir un visage convexe. Résultat, on a l'impression de voir deux visages qui tournent en s'éloignant l'un de l'autre, alors qu'en vrai, c'est un seul et même masque qui tourne sur lui-même. C'est la preuve que notre modèle interne, notre attente, est plus fort que la réalité. Et ça nous amène à l'étape suivante, peut-être la plus incroyable de toutes. Le cerveau ne fait pas que construire un modèle du monde extérieur, il est aussi capable de se regarder lui-même penser. Il peut réfléchir sur ses propres réflexions. Et là, on touche à un paradoxe fascinant. Si tout ce qu'on perçoit n'est qu'un modèle, une construction, comment est-ce possible de douter de ce modèle? Comment peut-on se dire « Attends une minute, ce que je vois là, ça ne colle pas ». Comment peut-on remettre en question nos propres sens? La clé, c'est un concept qu'on appelle la métacognition. C'est un mot un peu compliqué pour une idée assez intuitive, c'est la capacité de penser à nos propres pensées. C'est cette petite voix dans notre tête qui nous fait dire est-ce que je suis vraiment sûre de ça? Ou est-ce que j'ai bien tout compris? On peut voir ça comme un système à deux étages. Au premier étage, il y a le traitement de base. On perçoit le monde et on agit. Par exemple, on voit des points qui bougent vers la droite. Simple. Mais au deuxième étage, il y a la métacognition, ce traitement autodirigé. C'est une sorte de superviseur qui se demande « Ok, j'ai vu les points bouger à droite, mais à quel point suis-je sûr de cette information ?» C'est une évaluation de notre propre certitude. Prenons un exemple très concret où cette métacognition est cruciale. Comment notre cerveau fait-il la différence entre la réalité et notre propre imagination? La question est loin d'être bête, parce que quand on perçoit quelque chose et quand on l'imagine, ça active des zones très similaires dans le cerveau. Alors il doit bien y avoir un mécanisme qui nous empêche de confondre un souvenir ou un rêve avec ce qui se passe ici et maintenant, non? Et la solution trouvée par le cerveau est d'une simplicité géniale. Il ne s'embête pas à analyser la nature du signal, non, il se concentre sur une seule chose, sa force, sa vivacité. C'est ce qu'on appelle le modèle du seuil de réalité. L'idée est simple, les perceptions qui viennent du monde réel sont en général très vives, riches en détails, alors que les pensées, les souvenirs, l'imagination, c'est souvent plus flou, moins intense.
Du coup, le cerveau a fixé une sorte de seuil. Si la vivacité d'un signal dépasse ce seuil, hop, il l'étiquette comme réel. Si ça reste en dessous, c'est imagination. C'est un raccourci, une règle du pouce qui marche la plupart du temps. C'est la même logique que pour le masque. Le cerveau fait toujours le pari de ce qui est le plus probable. Alors, on peut se demander à quoi ça sert tout ça? Pourquoi est-ce si important? Eh bien, comprendre cette capacité d'auto-évaluation, la métacognition, ça a des conséquences énormes, et dans plein de domaines très différents. Prenez l'éducation par exemple. C'est la base de l'apprentissage. Savoir ce qu'on ne sait pas, c'est la première étape pour apprendre. Au niveau de la société, c'est notre meilleure défense contre la pensée rigide, le dogmatisme, parce que ça nous permet de remettre en question nos propres croyances. En psychiatrie, ça permet de mieux comprendre certaines maladies où cette conscience de soi est justement défaillante. Et puis, un domaine super actuel, l'intelligence artificielle. C'est un enjeu majeur pour créer des IA plus sages, des IA qui pourraient dire « là, je ne suis pas sûr de ma réponse ». Finalement, toute cette histoire sur la capacité du cerveau à douter de lui-même, ça nous ramène à une sagesse très ancienne, celle de Socrate. La seule vraie sagesse est de savoir que l'on ne sait rien. Comprendre que notre perception n'est qu'un modèle, une interprétation, et pas la vérité absolue, c'est peut-être ça la plus grande des connaissances. Et ça nous laisse avec une question pour la route. Jusqu'à quel point peut-on vraiment faire confiance à notre propre réalité ?